Chaque année, les rues du Cap s'embrasent dans un kaléidoscope de couleurs, de musique et de danse. C'est le Caps Klops, le carnaval des ménestrels. Pour le monde extérieur, c'est un défilé, mais pour les habitants de ces rues, c'est un battement de cœur. C'est le sang d'une culture qui a refusé d'être réduite au silence, même lorsque le monde a tenté de l'anéantir. Dans la riche histoire de l'Afrique australe, il existe une identité souvent marginalisée, prise en étau entre les catégories binaires de noir et de blanc. Vous avez probablement déjà entendu ce discours. Sous l'apartheid, nous n'étions pas assez blancs, sous la démocratie, nous ne sommes pas assez noirs. Mais aujourd'hui, sur Afrique révélée, nous allons au-delà de la catégorie intermédiaire. Il ne s'agit pas simplement d'une question de métissage biologique, nous parlons de l'identité métisse, un groupe ethnique distinct, culturellement riche et résilient, que l'on appelle en Afrique australe « colored ». Des rivages du Cap au haut plateau de Namibie, en passant par les rues de Bulawayo, voici l'histoire d'un peuple qui porte le monde dans son ADN et l'histoire d'un continent dans son âme. En Afrique australe, le mot « colored » qui signifie « métis » est porteur d'un poids, d'une histoire et d'une fierté souvent incompris du reste du monde. Pour un observateur occidental, ce terme peut sembler un vestige d'une époque révolue et offensante, un mot imprégné de la ségrégation du milieu du XXe siècle. Cependant, pour comprendre le tissu social de l'extrémité sud de notre continent, il faut d'abord s'affranchir des définitions extérieures. Toi et moi, on nous qualifierait de colored, parce que nous sommes métissés, exactement. Et donc, c'est un monde étrange dans lequel nous vivions désormais, où le noir et le blanc représentaient quelque chose de complètement nouveau, qui était colored. Dans le contexte de l'Afrique australe, le terme « colored » n'est pas une étiquette péjorative imposée de l'extérieur. Il s'agit d'une identité culturelle revendiquée, reconnue légalement et farouchement protégée. C'est une désignation ethnique qui représente une nation au sein d'une nation, possédant un héritage aussi spécifique et profond que partout ailleurs dans le monde. Alors que de nombreuses cultures à travers le monde perçoivent la race selon une vision binaire, rigide du noir et du blanc, l'histoire de l'Afrique australe a longtemps été marquée par la richesse et la complexité des zones intermédiaires. Cette communauté est le cœur battant d'une lignée séculaire, un peuple né de la rencontre entre les cohissants autochtones, les personnes réduites en esclavage et amenées des Indes orientales, d'Inde et de Madagascar, et les colons européens. Au fil des générations, ces diverses populations ne se sont pas simplement mélangées dans le sens biologique du terme, elles se sont tissées ensemble pour créer une entité culturelle entièrement nouvelle. Ils ont forgé une société dotée d'une âme musicale propre, perceptible dans les rythmes Gwema et les harmonies envoûtantes des chœurs malais du Cap, d'une cuisine mondialement réputée, caractérisée par les épices aromatiques du Beau Cap et d'une évolution linguistique singulière. Il est essentiel pour tout étudiant d'histoire de comprendre que cette identité n'est ni une absence de race, ni une version édulcorée d'autres ethnies. Il s'agit d'un groupe ethnique à part entière et souverain. Durant les décennies tumultueuses du XXe siècle, le régime de l'apartheid a tenté d'instrumentaliser cette catégorie à des fins de division, la réduisant à un simple tampon au sein d'une hiérarchie systémique. Pourtant, la communauté a transformé cet outil d'exclusion en un rempart de résilience. Elle a transcendé les étiquettes de l'État pour se définir par une expérience partagée et un destin commun. Être métisse en Afrique australe, c'est appartenir à un héritage de survie. C'est une identité qui englobe les centres urbains animés de Johannesburg, les rues pavées et historiques du Cap et les vastes étendues paisibles du Cap Nord et de la Namibie. Elle témoigne du fait qu'un peuple peut émerger du carrefour des migrations mondiales et des chocs coloniaux pour former une culture unifiée, fière et pérenne. La tapisserie génétique de la communauté métisse d'Afrique australe est sans doute l'une des histoires humaines les plus complexes et fascinantes de la planète.
Observer cette communauté, c'est contempler une carte du monde inscrite dans l'ADN, un témoignage biologique des migrations mondiales, du commerce des épices et des rencontres coloniales. C'est une lignée qui défie toute catégorisation simpliste, enracinée sur au moins 4 continents et pourtant pleinement ancrée sur le sol africain. Au cœur même de cette tapisserie se trouvent les Khoïsans, les San et les Khoek-Khoek. Peuples autochtones d'Afrique australe, leurs marqueurs génétiques comptent parmi les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Ils ont fourni le fil conducteur premier et fondamental de cette identité. Pour beaucoup, ce lien avec les Khoïsans est source d'une profonde fierté ancestrale reliant la communauté moderne à l'art rupestre ancien et aux premières langues de cette terre. Mais la tapisserie s'est bientôt enrichie de fils venus d'outre-mer. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales fit du Cap un point de transit international. Avec elle arrivèrent des personnes réduites en esclavage venues des côtes de Madagascar, des rivages de l'Inde et des îles des Indes orientales, l'Indonésie et la Malaisie actuelles. Ces individus apportèrent une richesse génétique et culturelle qui transforma le Cap. Artisans, bâtisseurs et érudits, ils imprégnèrent l'identité métisse naissante de traditions orientales, des styles architecturaux à la fois islamiques des Malais du Cap. Puis il y a le volet européen. Marins, soldats et colons des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et plus tard de Grande-Bretagne arrivèrent au Cap. Leur présence ajouta une dimension d'Europe occidentale au patrimoine génétique. Cependant, contrairement à de nombreuses autres rencontres coloniales, ce n'agissait pas d'une interaction éphémère. Pendant des siècles, ces groupes disparates vécurent, travaillèrent et fondèrent des familles à l'ombre de la montagne de la Table et à l'intérieur des terres. En outre, cette mosaïque comprend d'importantes contributions des peuples bantous d'Afrique tels que les Xhosa et les Zoulous. À mesure que ces groupes migraient vers le sud et interagissaient avec les communautés émergentes du Cap et de la frontière orientale, un nouvel héritage africain venait s'enrichir de leur patrimoine. Cet héritage génétique n'est pas un simple mélange, c'est une fusion. Il représente un événement évolutif unique où l'ADN des peuples les plus anciens du monde a rencontré celui des peuples de l'Orient et de l'Occident. Étudier cette mosaïque, c'est comprendre qu'il n'existe pas d'apparence ou de caractéristiques standards définissant cette communauté. Des yeux clairs du Cap Nord aux traits profonds et expressifs du Cap oriental, la diversité est l'identité même de cette communauté. Cette réalité biologique réfute de manière vivante les catégories raciales rigides que le monde tente si souvent d'imposer. Elle nous rappelle avec force que nous formons par essence une seule et même famille mondiale. Le visage moderne de la communauté colored est celui d'une diversité vibrante et multiforme qui remet en question toute tentative de définition restrictive. Se promener dans les rues de l'Afrique australe contemporaine, c'est observer une communauté aussi hétérogène par son apparence que par sa géographie. Point de style unique, point d'esthétique monolithique, au contraire, un vaste spectre de traits, de carnations et de couleurs d'yeux reflète le carrefour mondial de leurs origines. Des teints clairs du quartier historique de Bo-Cap aux traits profonds et expressifs du Cap oriental, le paysage visuel de cette identité est une célébration vivante de la diversité humaine. Au XXIe siècle, ce visage moderne s'est défini de plus en plus par une audacieuse réappropriation du patrimoine. On le constate chez les jeunes des Cape Flats et des banlieues de Johannesburg qui s'affranchissent des mentalités de survie des générations précédentes pour embrasser un concept souvent qualifié de fierté des Browns. Il ne s'agit pas simplement de mode ou de tendance sur les réseaux sociaux, c'est un profond mouvement intellectuel et culturel. De jeunes artistes, professionnels et militants explorent leurs racines khoïsanes, faisant revivre les traditions onomastiques et les pratiques spirituelles autochtones autrefois réprimées. Ils affirment que leur identité est un choix et une célébration. Par ailleurs, cette communauté contribue de manière significative à l'économie et au monde professionnel. Des cercles du pouvoir des entreprises à Sandton, aux communautés de pêcheurs dynamiques de la côte ouest, en passant par les régions agricoles du Cap Nord, elle est un moteur essentiel de l'économie régionale. Ce
Ce peuple, autrefois marginalisé juridiquement, est devenu un acteur majeur dans les domaines académiques, médical et artistiques. En définitive, le visage moderne de cette communauté se caractérise par un refus d'être catalogué. Qu'ils s'identifient comme Malais du Cap, Griquois, Basse-Terre ou simplement comme Sud-Africains, ils avancent avec une confiance renouvelée. Ce sont eux les entrepreneurs qui bâtissent de nouvelles industries et les conteurs qui veillent à ce que l'histoire de la classe moyenne oubliée soit enfin mise à la lumière. Cette communauté a fait face à la complexité de son passé et a décidé de forger son avenir selon ses propres termes, fier, diversifié et résolument africain. Les fondements Khoisan représentent la strate la plus ancienne et la plus profonde de l'identité Kholod, constituant le socle autochtone sur lequel s'est construite toute l'histoire. Bien avant l'apparition des premières voiles européennes à l'horizon ou l'arrivée des premiers esclaves venus d'Orient, les Khoisan et les Kwekwe, collectivement connus sous le nom de Khoisan, étaient les gardiens souverains de l'Afrique australe. Comprendre les métis d'aujourd'hui, c'est reconnaître qu'ils sont les descendants biologiques et culturels directs de ces Premières Nations. Les San, principalement chasseurs-cueilleurs, et les Kwekwe, pasteurs nomades, entretenaient un lien spirituel profond avec la terre, lien qui se reflète encore aujourd'hui dans la relation de la communauté avec le paysage sud-africain. Leur influence est inscrite dans la géographie même de la région. Nombre de toponymes que nous utilisons aujourd'hui, ainsi que les clics distinctifs qui se sentent intégrés à des langues comme le Xhosa et le Zoulou, trouvent leur origine dans ces origines. Ce fondement n'est pas une simple note de bas de page historique, il s'agit d'un héritage vivant. Pour beaucoup au sein de la communauté métisse, la réappropriation de l'identité Khoisan est devenue un pilier central de leur définition moderne d'eux-mêmes. Ils se tournent vers l'art rupestre ancien du Cederberg et le patrimoine linguistique des Nama et des Griquois pour trouver les clés de leur avenir. Cependant, ce fondement porte aussi le poids de la première rencontre coloniale. À mesure que les colons néerlandais s'étendaient depuis le Cap, les Khoisan ont subi des déplacements dévastateurs et la perte de leur pâturage traditionnel. Cette période de conflits et de bouleversements sociaux a conduit au premier cas d'assimilation et à la formation des communautés métisses qui seraient plus tard catégorisées comme métisses. Malgré siècles de tentatives systématiques d'effacer cet héritage autochtone, l'esprit Khoisan a perduré. Il perdure dans le savoir traditionnel des plantes médicinales, les récits oraux transmis de génération en génération et l'ADN résilient qui demeure le fil conducteur le plus important de la tapisserie sud-africaine. La traite négrière du Cap est peut-être le chapitre le plus sombre et le plus souvent mal compris de la formation de l'identité sud-africaine. Parler de cette époque en révélant toute sa vérité, c'est dépasser les versions édulcorées de l'histoire qui décrivent souvent cette période à travers le prisme de échanges culturels ou de mariages mixtes. Nous devons être inflexibles. La réalité démographique du Cap s'est construite sur les fondements d'une exploitation systémique et de l'esclavage. Entre le milieu du XVIIe et le début du XIXe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, VOC, a transporté des milliers de personnes enchaînées jusqu'au rivage du Cap. Cette migration forcée a transformé une paisible station côtière en un creuset de souffrance et de lutte pour la survie à l'échelle mondiale. Ses ancêtres ne formaient pas un groupe monolithique, ils formaient un ensemble d'âmes diverses venues des rivages de Madagascar, des côtes de l'Inde, du golfe du Bengale et des îles luxuriantes des Indes orientales, l'Indonésie et la Malaisie actuelles. Artisans, érudits, exilés politiques et ouvriers, ils apportèrent avec eux la foi islamique, les techniques complexes de l'architecture orientale et une palette culinaire qui allait définir la saveur du Cap. Mais ils arrivèrent comme une propriété, dépouillés de leur nom et de leur liberté. Il est un fait historique fondamental que le métissage au Cap résultait souvent des immenses déséquilibres de pouvoir inhérents à une société esclavagiste.
Si de véritables unions se sont certainement formées au fil du temps, il faut reconnaître que pour de nombreuses femmes réduites en esclavage, le consentement était inexistant sous l'autorité d'un maître. Les premières générations de ce qu'allait devenir la communauté métisse nirent dans un monde où leur existence même était le fruit d'un système colonial qui réduisait les êtres humains à de simples biens. Voici la réalité brute et sans phare. La beauté de la diversité moderne de cette communauté est émergée d'un immense traumatisme historique. Pourtant, même au sein de ce système de contrôle absolu, les personnes réduites en esclavage au Cap ont fait preuve d'un incroyable esprit de résistance et de préservation culturelle. Elles n'ont pas seulement survécu, elles ont créé. Dans les loges d'esclaves et les cuisines des colons néerlandais, elles ont commencé à mêler leurs diverses langues, malais, portugais, malgache et néerlandais, pour créer un nouveau moyen de communication. Ce n'était pas seulement une langue de travail, c'était une langue de l'âme, une façon de bâtir une communauté dans un monde conçu pour les briser. Cette époque a fait de l'influence malaise du Cap une pierre angulaire de l'identité métisse. Elle a conféré à la communauté sa profondeur intellectuelle et son caractère spirituel unique. Étudier la traite négrière du Cap, c'est honorer la résilience de ceux qui, malgré la spoliation de tous leurs biens, ont réussi à léguer à leurs descendants un héritage riche et durable. Leur survie représente la victoire ultime sur les systèmes qui cherchaient à les asservir. La naissance de l'Afrikaans est l'un des chapitres les plus mal compris et les plus politiquement sensibles de l'histoire de l'Afrique australe. Pendant une grande partie du XXe siècle, un récit dominant présentait l'Afrikaans comme une langue européenne, née exclusivement des colons néerlandais du Cap. Mais la vérité, révélée, est bien plus complexe et fondamentalement plus africaine. Pour comprendre les véritables origines de l'Afrikaans, il faut se tourner non pas vers les documents officiels du gouvernement colonial, mais vers les cuisines, les loges d'esclaves et les quais animés du Cap au XVIIe siècle. L'Afrikaans est né de nécessité et de survie, un créole d'esclaves ou un hollandais de cuisine. Il a émergé du besoin urgent d'une langue commune au sein d'une population très diverse, rassemblée de force. Imaginons le paysage linguistique du Cap à cette époque. Les Khoisan autochtones, les soldats et fonctionnaires néerlandais et les personnes réduites en esclavage originaires de Madagascar, d'Inde et des Indes orientales. Chaque groupe a apporté sa propre langue maternelle, les langues khoi, le malais, le portugais et le malgache. Dans le labeur quotidien et les contraintes de la vie domestique, ces langues ont commencé à se rencontrer et à fusionner. Les personnes réduites en esclavage et les travailleurs khoisan furent les véritables artisans de cette nouvelle langue. Ils ont repris la structure du néerlandais du XVIIe siècle et l'ont simplifiée, la débarrassant d'inflexions européennes complexes et l'imprégnant des rythmes et du vocabulaire de leurs terres ancestrales. C'était la langue des opprimés, bien avant d'être adoptée par l'élite. En effet, pendant près de 2 siècles, la langue officielle de la colonie est restée le haut néerlandais, tandis que le peuple, les ancêtres de la communauté métisse actuelle, parlait ce vernaculaire vivant et en constante évolution. Fait crucial, l'une des premières formes écrites d'Afrikaans n'était pas en alphabet romain, mais en caractères arabes. Connus sous le nom d'Afrikaans arabes, ces textes ont été créés par la communauté malaise du Cap pour enseigner des concepts religieux et éducatifs dans la langue que leurs élèves parlaient réellement. Cela met en lumière une profonde ironie historique. La langue même, qui allait plus tard servir d'outil d'exclusion systémique, était à l'origine un outil d'émancipation et d'alphabétisation pour les populations marginalisées. Au moment de sa formalisation à la fin du XIXe siècle, l'Afrikaans avait déjà été façonné par des générations de locuteurs métis. Leur influence se retrouve au cœur même de la langue, dans ses expressions uniques, son argot expressif et sa concision poétique. Parler Afrikaans aujourd'hui, c'est parler une langue qui porte en elle l'ADN de l'Orient global, du Sud autochtone et de l'Occident colonial.
Pour la communauté métisse contemporaine, se réapproprier l'histoire de l'afrikaans est un acte de restauration culturelle. Il s'agit de reconnaître que cette langue est une création africaine autochtone. Elle appartient à ceux qui l'ont murmurée pour la première fois dans les cuisines du Cap, qui l'ont chantée dans les rues de District 6 et qui continuent de la faire évoluer aujourd'hui dans les paroles du hip-hop et des vers de poésie moderne. L'afrikaans n'est pas seulement un moyen de communication, c'est un témoignage vivant du génie linguistique d'un peuple qui a transformé une rencontre coloniale en une expression africaine unique. À l'approche de la fin du XVIIIe siècle, les frontières sociales de la colonie du Cap se durcissaient. Pour les communautés émergentes d'ascendance mixte, celles qui n'étaient ni européennes ni esclaves, le Cap devenait un lieu de restrictions croissantes et de perspectives de plus en plus ténues. C'est dans ce contexte de tensions frontalières que naquit l'une des histoires les plus remarquables de la souveraineté africaine, l'ascension du peuple griquois et son périple épique vers l'intérieur des terres. Les Griquois étaient un peuple pionnier, une communauté principalement d'origine kouékoué et européenne qui refusait d'être sujette à la couronne coloniale. Menés par des figures visionnaires comme Adam Koch I et Andries Waterbauer, ils se distinguaient par leur indépendance, leur maîtrise de l'équitation et leur fusion unique de cultures. Ils parlaient une forme ancienne d'afrikaans, pratiquaient le christianisme et possédaient une compréhension fine de la diplomatie occidentale et des stratégies de survie autochtones. Au début du XIXe siècle, conscients que leur liberté n'était pas compatible avec l'influence croissante des autorités britanniques et néerlandaises, ils entreprirent une série de migrations, de treks, qui les menèrent au-delà du redoutable fleuve Orange. Il ne s'agissait pas simplement de trouver de meilleurs pâturages, c'était la quête d'une patrie. Les Griquois établirent leurs propres États, notamment le Griqualand Ouest et le Griqualand Est. Ils créèrent leur propre constitution, frappèrent leur propre monnaie et bâtirent des centres commerciaux et agricoles florissants comme Philippolis et Kokstad. Pour l'historien, l'histoire des Griquois est une révélation. Elle prouve que les ancêtres de la communauté métisse actuelle n'étaient pas de simples spectateurs passifs de l'histoire, mais de bâtisseurs de nations actifs qui ont façonné des territoires souverains dans un paysage instable. Le trek des Griquois fut un exploit d'endurance incroyable. Des familles entières se déplaçaient en chariot à bœufs à travers le Karoo accidenté, affrontant la sécheresse, les conflits avec d'autres groupes nomades et la menace constante d'annexion coloniale. Leur périple était animé par un fort sentiment d'identité, la conviction d'appartenir à un peuple nouveau et de revendiquer leur droit à l'autodétermination. Cette époque vit également l'émergence des Bergenards, factions de la communauté qui optèrent pour un mode de vie plus nomade et martial dans les montagnes, illustrant ainsi la diversité et la résilience interne du groupe. Cependant, la découverte de diamants à la fin du XIXe siècle mit un terme tragique à l'indépendance des Griquois. L'Empire britannique, avide de richesses minières, annexa systématiquement les terres griquois, entraînant une période de dépossession qui contraignit nombre d'entre eux au travail forcé et à la misère. Pourtant, malgré la perte de leur souveraineté politique, l'identité griquoise refusa de disparaître. Aujourd'hui, l'héritage des Griquois demeure une pierre angulaire de l'expérience des Métis. On les remémore comme des pionniers du Nord, un peuple qui a prouvé que l'identité est indissociable de la terre. Leur histoire témoigne d'un esprit qui valorise la liberté par-dessus tout. Un esprit qui résonne encore aujourd'hui dans les festivals culturels et les communautés résilientes du Cap Nord et de l'État libre. Comprendre les Griquois, c'est comprendre que la quête de dignité et d'un foyer est le fil conducteur le plus ancien de l'histoire d'Afrique australe. Le milieu du XXe siècle a marqué une transition pour la communauté métisse. D'une identité historique fluide, elle est passée à une catégorie rigide imposée par l'État. En 1950, le gouvernement de l'apartheid a promulgué la loi sur l'enregistrement de la population, un texte législatif qui allait bouleverser le tissu social de l'Afrique australe.
ce fut la création légale de la race, une tentative systématique d'imposer des divisions nettes, là où des siècles d'histoire avaient créé une complexité riche et harmonieuse. En vertu de cette loi, chaque citoyen devait être enregistré comme blanc, autochtone ou métis. La définition étatique du terme « métis » était notoirement imprécise, désignant essentiellement une personne qui n'était ni blanche ni autochtone. Cette définition juridique résiduelle ignorait la richesse et la spécificité des ethnies des Malais du Cap, des Griquas et des divers groupes descendants des Khoïssans. Elle visait plutôt à créer un bloc administratif monolithique. L'objectif principal de cette construction juridique n'était pas d'honorer le patrimoine, mais de mettre en œuvre une stratégie de diviser pour mieux régner. En positionnant la communauté métisse comme un échelon intermédiaire dans une hiérarchie raciale, le régime entendait créer une zone tampon entre la minorité blanche et la majorité noire. Cette catégorisation juridique fut le moteur de la loi sur les zones de groupe qui déterminait précisément où les personnes pouvaient vivre, travailler et posséder des biens en fonction de leur nouvelle étiquette. Pour la première fois, des familles vivant depuis des générations dans des quartiers intégrés se retrouvèrent séparées par force par la loi. L'État commença à cartographier les townships de couleur, des zones souvent situées en périphérie marginalisée des grandes villes. Il s'agissait d'un acte délibéré de manipulation spatiale visant à briser les liens communautaires qui avaient historiquement défini le Cap et d'autres centres urbains. C'est une vérité fondamentale pour tout étudiant en histoire. Cette identité juridique était un instrument de contrôle. C'était une tentative de supprimer la souveraineté de l'autodétermination et de la remplacer par un tampon dans un livret d'identité. Cependant, le régime a sous-estimé la résilience des populations qu'il cherchait à catégoriser. Si la loi pouvait dicter le lieu de résidence d'une personne ou l'étiquette figurant sur sa carte d'identité, elle ne pouvait effacer des siècles de culture, de langue et de liens familiaux partagés qui définissaient véritablement la communauté. La création légale de la catégorie de personnes de couleur au sein de l'État a constitué un moment de profond traumatisme, mais elle est également devenue un catalyseur pour une conscience politique unifiée qui allait enfin remettre en question les fondements mêmes du système d'apartheid. L'ère de la cruauté arbitraire représente l'un des chapitres les plus traumatisants de l'histoire de l'Afrique australe. Après la légalisation des catégories raciales en 1950, l'État se trouva confronté à un dilemme qu'il s'était lui-même imposé. Comment catégoriser une population qui, depuis 3 siècles, remettait en question le concept même de race pure ? Pour résoudre ce problème, le régime de l'apartheid mit en œuvre une série de tests pseudo-scientifiques et profondément humiliants afin de déterminer qui était suffisamment blanc pour bénéficier de privilèges et qui serait relégué à la catégorie métisse. Telle était la réalité d'un système qui abandonnait toute logique au profit d'une obsession désespérée et cruelle pour l'apparence physique. Au cœur de cette cruauté se trouvait le tristement célèbre test du crayon. Si un fonctionnaire de l'État n'était pas sûr de la classification d'une personne, il lui enfonçait un crayon dans les cheveux et lui demandait de secouer la tête. Si le crayon tombait, l'individu pouvait être classé comme blanc. Si les cheveux restaient incrustés dans les boucles, la personne était officiellement classée comme métisse ou noire. Aucun fondement médical, aucune enquête génétique, aucun recours aux antécédents familiaux n'était pris en compte. Le cours d'une vie, où vivre, qui épouser, quel emploi occuper, dépendait entièrement de la texture des cheveux en un seul instant humiliant. Cet arbitraire s'étendait à chaque caractéristique physique. Les autorités examinaient la couleur des ongles, la forme du nez ou la pigmentation de la peau autour des cuticules. Elles recherchaient des signes révélateurs d'une ascendance non blanche, ignorant souvent le fait que des membres d'une même famille pouvaient présenter des caractéristiques physiques différentes.
Cela a conduit au phénomène déchirant des cas limites, où des frères et sœurs nés des mêmes parents recevaient des classifications raciales différentes. Un frère pouvait être considéré comme blanc et jouir de tous les droits de l'État, tandis que sa sœur était étiquetée métisse et contrainte de déménager dans une commune périphérique. La cruauté ne résidait pas seulement dans les tests eux-mêmes, mais aussi dans les profondes fractures familiales qu'ils engendraient. Des familles étaient déchirées, car ceux qui pouvaient passer inaperçus en tant que blancs étaient souvent contraints de rompre les liens avec leurs proches à la peau plus foncée pour conserver leur statut. Il arrivait que des parents soient obligés de marcher du côté opposé de la rue par rapport à leurs enfants pour éviter d'être repérés par la commission de classification raciale. Cela a créé une culture du secret, de la honte et une peur constante et lancinante d'être reclassé. Une dénonciation d'un voisin ou le signalement d'un collègue mécontent pouvait déclencher une réévaluation, privant potentiellement une famille de son logement et de ses moyens de subsistance du jour au lendemain. Pour l'étudiant en histoire sociale, cette période rappelle brutalement l'absurdité de la discrimination raciale. Elle démontre comment un gouvernement peut instrumentaliser la variation naturelle de la biologie humaine à des fins politiques de division. L'État attendait de faire du corps lui-même un témoin à charge. Pourtant, cette cruauté arbitraire a également forgé une résilience unique au sein de la communauté métisse. Victime de harcèlement, de manipulation et de catégorisation par une bureaucratie distante, la communauté développa un profond scepticisme à l'égard des identités imposées par l'État. Elle comprit que sa véritable valeur et sa véritable histoire ne pourraient jamais être saisies par un crayon ou la couleur d'un angle. Cette période d'humiliation ne parvint finalement pas à briser l'esprit du peuple. Au contraire, elle jeta les bases d'une génération de militants qui allait exiger une société où l'identité se définirait par la dignité et non par les critères arbitraires d'un regard colonial. La destruction du District 6 demeure la plaie la plus visible et la plus douloureuse de l'histoire urbaine de l'Afrique australe. Pour comprendre la vérité révélée de ce lieu, il faut regarder au-delà des champs déserts et balayés par les vents qui subsistent aujourd'hui et imaginer une communauté qui fut le cœur vibrant et cosmopolite du Cap. Pendant plus d'un siècle, le District 6 a été un vibrant symbole de résistance à l'idée même de ségrégation. C'était un quartier où les diverses composantes de la mosaïque sud-africaine, Malais du Cap, Xhosa, Européens, Indiens et Juifs vivaient non seulement côte à côte, mais dans une profonde harmonie intégrée. Le District 6 se définissait par sa forte densité humaine et son génie culturel. Berceau du Goulema Beat, il abritait des musiciens de jazz de renommée mondiale et était un centre d'effervescence intellectuelle et politique. Ses rues pavées et escarpées étaient bordées de tailleurs, d'épiceries et de cinéma. C'était un lieu où l'appel à la prière du minaret se mêlait au son des cloches des églises. Pour les ancêtres de la communauté métisse d'aujourd'hui, le District 6 était bien plus qu'un quartier résidentiel. C'était une terre ancestrale urbaine, un symbole de ce que pouvait être une société véritablement intégrée. Cependant, le régime de l'apartheid considérait cette harmonie comme une menace pour la création légale de la pureté raciale. En 1966, le gouvernement déclara le District 6 zone réservée aux Blancs. Officiellement, il s'agissait de rénover les bidonvilles, mais en réalité, c'était un acte délibéré de nettoyage ethnique. L'État ne pouvait tolérer une communauté multiraciale florissante à l'ombre de la montagne de la table. Entre 1968 et le début des années 1980, plus de 60 000 personnes furent déracinées de force de leur foyer. La destruction fut froide et dévastatrice. Les bulldozers rasèrent des décennies d'histoire, maisons, commerces, centres communautaires. Les familles furent entassées dans des camions gouvernementaux et transportées vers les périphéries désolées et sablonneuses des Cape Flats, à des kilomètres de leur lieu de travail et de leurs réseaux sociaux. C'était là la construction spatiale de l'apartheid dans sa forme la plus cruelle. Elle ne s'est pas contentée de déplacer des populations, elle a anéanti le capital social d'une nation. Ce déplacement a engendré un profond sentiment de déracinement et a contribué aux difficultés sociales qui continuent d'affecter les communautés relogées aujourd'hui.
La vérité sur District 6, c'est que l'État a tenté d'effacer une culture en effaçant toute trace physique. Il a cherché à m'enfouir sous la poussière le souvenir d'une vie intégrée. Pourtant, l'esprit de District 6 a refusé de se taire. Il a perduré dans les histoires contées aux enfants des Cape Flats, dans la musique qui résonnait encore dans les townships, et finalement dans la création du musée de District 6. Aujourd'hui, ce terrain vague demeure un monument silencieux et puissant à la résilience d'un peuple. Il nous rappelle que si les bâtiments peuvent être détruits et les familles déplacées, le patrimoine d'appartenance est une force qu'aucun bulldozer ne pourra jamais véritablement anéantir. District 6 reste la boussole morale d'une communauté qui continue de revendiquer le droit à sa ville et à son histoire. L'impact psychologique du statut de classe moyenne oubliée et de l'ingénierie systémique de l'apartheid a profondément marqué la psyché collective de la communauté métisse. Pour comprendre cette réalité, il est essentiel de reconnaître la suspension identitaire à laquelle de nombreuses personnes ont été contraintes de se confronter. Un État où elles n'étaient ni assez blanches pour bénéficier de privilèges, ni assez noires pour obtenir un statut autochtone clair et incontesté dans le cadre colonial. L'une des blessures psychologiques les plus tenaces fut la hiérarchie intériorisée, créée par l'obsession de l'État pour les caractéristiques physiques. Le test du crayon et autres mesures arbitraires n'ont pas seulement affecté le statut légal, ils se sont infiltrés dans le foyer et dans les miroirs. Ceci a engendré un phénomène de colorisme au sein des familles, où une peau plus claire ou des cheveux plus lisses étaient souvent inconsciemment associés à de meilleures chances de survie ou de réussite. Le traumatisme du reniement, où des membres d'une même famille reniaient leurs proches pour s'assurer une vie meilleure, a engendré un héritage de silence ancestral et de honte dont il a fallu des générations pour commencer à se dissiper. De plus, les expulsions forcées des quartiers ancestraux urbains comme District 6 et South End ont provoqué ce que les sociologues appellent déracinement ou absence d'attachement à un lieu. Lorsqu'une communauté est déracinée de son environnement social, son identité collective est anéantie. Les réseaux de solidarité dynamiques et intégrés des anciens quartiers ont été remplacés par l'anonymat morne, souvent violent, des lotissements planifiés par l'État. Ce déplacement n'était pas seulement physique, il s'agissait d'une agression psychologique qui a contribué à un profond sentiment de deuil culturel, la douleur d'un mode de vie systématiquement volé. Pourtant, cette épreuve a aussi forgé une résilience psychologique unique. L'exclusion des deux extrémités du spectre racial a contraint la communauté à développer une grande solidarité interne et un humour noir et satirique, un humour noir servant de bouclier contre l'absurdité. Cette résilience se manifeste aujourd'hui dans la réaffirmation audacieuse de l'identité chez les jeunes. Ils passent d'une psychologie de survie à une psychologie d'affirmation, remplaçant les étiquettes imposées par l'État par une fierté brown qu'ils s'approprient. En fin de compte, l'histoire psychologique de cette communauté est celle de la réintégration. C'est le processus de guérison des fractures causées par la violence et la destruction et l'acceptation de la complexité de leur ADN africain et global comme une source de force plutôt que de confusion. Reconnaître cet impact, c'est honorer la force mentale d'un peuple qui, malgré le fait d'avoir été considéré comme un subproduit de l'histoire, a affirmé en être l'un des architectes les plus résilients. L'histoire des Basses-Terres de Rehoboth en Namibie représente l'une des expressions les plus singulières et souveraines de l'identité métisse. Pour comprendre la réalité de cette communauté, il faut remonter à la fin du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'environ 90 familles, descendantes de mères Khoikhoi et de pères européens, entreprit de traverser le fleuve Orange à la recherche d'une terre où elles pourraient vivre selon leurs propres lois et traditions. Il ne s'agissait pas d'une fuite de victimes, mais d'une migration de pionniers désireux d'établir une république de l'âme. En 1870, ils installèrent sur les terres fertiles de Rehoboth une région qu'ils nommèrent après le grand espace public, symbole de prospérité. Ils y codifièrent leur propre système de gouvernance, connu sous le nom de Vaderlijk Wette, loi paternelle. Il ne s'agissait pas simplement d'un ensemble de règles, c'était une déclaration d'indépendance.
Les Basses-Terres établirent un système de captain, une direction élue qui gérait les affaires de la communauté, réglait les conflits et négociait avec les puissantes nations Nama et Herero qui les entouraient. Pour l'historien, les Basses-Terres de Rehoboth constituent un exemple majeur de souveraineté autochtone parmi les peuples d'ascendance mixte, une communauté qui refusa d'être catégorisée par autrui et qui au contraire bâtit sa propre nation. Le terme Basse-Terre lui-même revêt une profonde signification psychologique. Bien que ce mot ait initialement une connotation péjorative liée à l'époque coloniale, les habitants de Rehoboth le réapproprièrent avec une immense fierté. À leurs yeux, il symbolisait leur héritage unique et leur indépendance chèrement acquise. Ils étaient un peuple qui alliait les traditions de la frontière, une maîtrise exceptionnelle du tir, l'élevage bovin et une foi chrétienne profonde, à une compréhension fine du droit et de la diplomatie occidentale. Cependant, leur souveraineté était constamment menacée. Tout au long du XXe siècle, ils ont subi l'ombre grandissante du régime colonial allemand, puis celle de l'administration sud-africaine sous le régime de l'apartheid. La création légale des catégories raciales par l'État a tenté de dépouiller les Basses-Terres de leur identité nationale spécifique, cherchant à les absorber dans un bloc administratif générique de métis. Pourtant, la communauté a résisté. Elle s'est battue pour préserver ses droits fonciers et sa Vaderlijk Wet, organisant diverses formes de résistance civile, voire armée, pour protéger son territoire ancestral. La vérité sur les Basses-Terres de Rehoboth réside dans leur ténacité culturelle. Malgré des décennies de pression pour s'assimiler ou disparaître, ils ont conservé un caractère linguistique et social distinct. Ils parlent un dialecte unique de l'Afrikaans et continuent d'honorer les traditions de leurs ancêtres pionniers. Aujourd'hui, la communauté de Rehoboth demeure une composante essentielle du tissu social namibien. Son histoire témoigne de l'esprit pionnier qui caractérise une grande partie de l'expérience sud-africaine. Elle nous rappelle que l'identité n'est pas quelque chose qui est octroyé par un État ou un formulaire de recensement. C'est une histoire forgée dans la nature sauvage, défendue avec courage et transmise de génération en génération comme un héritage sacré de liberté. Comprendre les Basses-Terres, c'est reconnaître que la quête d'un lieu à soi est le moteur le plus puissant de l'histoire humaine. L'expansion de l'identité métisse dans les territoires septentrionaux du Zimbabwe et de la Zambie est une histoire d'ambition pionnière et de quête d'autonomie économique. Pour mieux la comprendre, il faut se pencher sur la fin du 19e et le début du 20e siècle, lorsque la promesse des mines et du commerce a attiré des familles loin de la colonie du Cap de plus en plus restrictives. Ces pionniers ne se sont pas contentés de migrer, ils ont transplanté une culture au cœur de l'Afrique australe, créant des communautés dynamiques dans la Copperbelt et dans les rues animées de Bulawayo et de Salisbury, aujourd'hui Harare. Au Zimbabwe, les racines de la communauté sont profondément liées au début de la colonisation. De nombreuses familles font remonter leurs origines à des familles du Cap qui ont voyagé vers le nord avec la colonie des pionniers ou comme commerçants indépendants. Dans des villes comme Bulawayo, une identité métisse rhodésienne distincte a émergé, une communauté urbaine hautement qualifiée et culturellement raffinée. Ils ont bâti leurs propres clubs sociaux, écoles et ligues sportives, créant une société intermédiaire soudée, distincte à la fois de l'élite blanche et de la majorité autochtone. Cette stratégie de survie, essentielle dans un pays profondément ségrégué, a également engendré un sentiment de prière et de solidarité unique qui perdure encore aujourd'hui. En traversant le Zambèze pour entrer en Zambie, anciennement Rhodésie du Nord, le récit s'oriente vers l'héritage euro-africain. La communauté s'est alors considérablement développée autour de l'industrie minière florissante de la Copperbelt. Contrairement aux structures sociales plus rigides du Sud, l'expérience zambienne se caractérisait souvent par une intégration d'un autre ordre. Dans des villes comme Ndola et Kitwe, les familles métisses jouaient un rôle central dans la vie administrative et technique des mines. Elles ont été les artisans de l'économie, évoluant dans un contexte linguistique et social qui exigeait d'elles une parfaite maîtrise des modes de vie européens et africains. L'histoire de ces communautés du Nord est marquée par leur incroyable capacité d'adaptation. Elles n'étaient pas de simples vestiges d'une migration du Sud,
elles se sont pleinement intégrées à leur nouvelle terre. Au Zimbabwe et en Zambie, l'identité métisse se caractérise par un mélange linguistique unique où se mêlent emprunts afrikaans et shona, ndebele ou bemba. Si nombre d'entre eux ont subi le traumatisme d'être pris entre deux feux lors des luttes de libération et des bouleversements politiques, leur contribution à l'infrastructure et à l'âme de ces nations est indéniable. Étudier la frontière du Nord, c'est reconnaître que l'identité métisse ne se limite pas aux frontières du Cap. C'est un phénomène africain transnational défini par un esprit d'entreprise et un refus obstiné de disparaître de la carte du continent. Au cœur de l'Afrique australe, enclavé, le récit se déplace vers les paysages des hauts plateaux et du désert du Lesotho et du Botswana. Ici, l'identité a suivi une trajectoire différente, marquée par une profonde intégration sociale au sein de nations africaines souveraines, tout en préservant des liens familiaux indéfectibles de part et d'autre de la frontière sud-africaine. Au Lesotho, royaume montagneux, l'histoire est celle d'une intimité géographique. Entourées entièrement par l'Afrique du Sud, les familles de Maseru et des villes frontalières vivent dans un échange culturel constant. Le Free State, avec ses communautés profondément enracinées dans des villes comme Bloemfontein, se trouvant juste de l'autre côté du fleuve Caledon, l'identité y est définie par un bilinguisme fluide. De nombreuses familles s'identifient fortement comme Basotho, parlant couramment le Sesotho et respectant les coutumes traditionnelles, tout en conservant les marqueurs linguistiques de leurs ancêtres du Cap et Griquois. Cette intégration a permis aux familles de contourner les lois raciales sévères de la République voisine, tout en trouvant refuge dans les montagnes. Dans ces hautes terres, être métis relevait moins d'une catégorie imposée par l'État que d'une histoire familiale intimement liée au tissu national Basotho. À l'ouest, les paysages arides du Botswana offraient une voie d'intégration du désert. Ici, la communauté métisse fait souvent remonter ses origines aux premiers commerçants, forgerons et transporteurs qui empruntaient la route des missionnaires vers l'intérieur des terres. Dans des villes comme Gaborone, Lobbatse et le district reculé de Ganzi, ces familles ne se sont pas contentées de s'installer. Elles sont devenues des composantes essentielles de la structure tribale Tswana. Contrairement à la ségrégation structurée du Sud, l'histoire du Botswana a permis un brassage social plus naturel. De nombreuses familles tswanawaises influentes perpétuent aujourd'hui ces lignées mixtes et occupent des postes à responsabilité dans les affaires et la gouvernance. Elles sont avant tout Tswana, mais elles honorent un héritage distinct qui les relie au Cap Nord et au Kalahari. Ce qui unit ces deux régions distinctes, c'est la force indéfectible des liens familiaux. Pour ces communautés, la frontière a toujours été une construction politique plutôt qu'humaine. Tout au long du XXe siècle, les postes frontaliers ont servi de voie de communication essentielle. Les familles de Gaborone et de Maseru sont restées liées à leurs cousins de Johannesburg ou du Cap par un cycle constant de mariages, d'enterrements et de fêtes partagées. Cette identité transfrontalière signifiait que même en construisant leur vie dans des nations indépendantes, elles restaient profondément attachées émotionnellement et culturellement aux luttes de leurs proches de l'autre côté de la frontière. En se dirigeant vers la côte est du sous-continent, l'histoire prend un tout autre rythme linguistique et culturel au cœur des collines verdoyantes du KwaZulu-Natal. Ici, l'identité de la communauté zoulou-métisse remet en question la vision traditionnelle centrée sur le Cap occidental de ce que signifie être métisse, révélant une profonde fluidité linguistique propre à la région. Au KwaZulu-Natal, l'héritage est souvent ancré dans les interactions du XIXe siècle entre les colons britanniques, les commerçants et la puissante nation zoulou. Les familles de quartiers comme Wentworth à Durban ou des zones rurales du Zululand ont grandi dans un monde où les frontières de l'identité se négociaient à travers les profondes et poétiques cadences d'Isi-Zulu. Pour beaucoup, au sein de cette communauté, l'Isi-Zulu n'est pas seulement une langue seconde, c'est leur langue maternelle.
Cette réalité linguistique crée un fascinant carrefour culturel. Des individus qui s'identifient politiquement et socialement comme métis, mais qui vivent leur quotidien, leurs prières et leurs traditions familiales entièrement en zoulou. Cette identité régionale s'est souvent forgée dans les missions et les premiers comptoirs commerciaux où les influences européennes, sainte-hélène et mauriciennes ont rencontré la culture zoulou. Au fil des générations, il en est résulté une communauté physiquement et culturellement métissée, mais profondément ancrée dans les traditions autochtones de la côte Est. Durant l'apartheid, ce groupe a subi un déplacement d'une nature particulière. Les catégories raciales rigides de l'État peignaient à prendre en compte les personnes d'apparence métisse qui parlaient la langue de la majorité, engendrant un sentiment de double marginalisation. Pourtant, c'est précisément dans cette fluidité que réside la force de cette communauté. L'identité zoulou métisse témoigne du fait que la culture n'est pas un ensemble de règles figées, mais une adaptation vivante et évolutive. Au KwaZulu-Natal, il n'est pas rare d'assister à une réunion de famille où le rôti du dimanche côtoie des plats traditionnels zoulous et où la conversation passe avec aisance de l'anglais à l'isizoulou. Loin d'être un signe de confusion, il témoigne d'un biculturalisme raffiné. Au KwaZulu-Natal, l'identité se définit par la capacité à embrasser deux mondes à la fois. L'héritage ancestral du voyageur et le profond enracinement de la culture zoulou. L'idée que la communauté métisse soit restée à l'écart de l'histoire, simple tampon passif entre la minorité blanche et la majorité noire, est un mythe répandu et douloureux. La réalité est bien plus courageuse. Dès les débuts de la lutte contre l'apartheid, des hommes et des femmes de cette communauté étaient en première ligne, risquant tout pour démanteler un système qui cherchait à les catégoriser et à les contrôler. Prenons l'exemple de Dulcie September. Née à Athlone, cette enseignante a renoncé à une vie tranquille pour devenir révolutionnaire. Son parcours l'a menée du Cap au couloir de la diplomatie internationale à Paris, où elle a été la représentante en chef de l'ANC. Cette femme, qui osait dire la vérité au pouvoir avec une telle clarté et une telle force, a finalement été assassinée en 1988. Son sacrifice nous rappelle avec force que le combat pour la liberté ne connaissait pas de frontières raciales. Ce fut un combat humain, nourri par une foi inébranlable en la justice. Dans les années 1980, cet esprit de résistance trouva une voie collective à travers le Front démocratique uni, UDF. Lorsque le régime tenta de s'approprier la communauté avec le Parlement tricaméral, un geste vide de sens en matière d'inclusion politique, la réponse des Cape Flates et d'ailleurs fut un non retentissant. L'UDF devint le cœur battant de la résistance intérieure, et sa direction était composée de militants, de religieux et d'étudiants métis qui organisèrent des boycotts, des grèves et des manifestations de masse. Ils ne voulaient pas d'une place à une table ségrégée, ils voulaient une table entièrement nouvelle. Ces combattants furent les architectes d'un avenir non racial. Ils subirent des détentions arbitraires, des brutalités policières et la menace constante de disparition, mais ils refusèrent de se taire. En nous réappropriant cette histoire, nous honorons le fait que la libération de l'Afrique du Sud ne fut pas l'œuvre d'un seul groupe. Ce fut une symphonie de résistance où la communauté métisse joua un rôle de premier plan, souvent périlleux. Loin d'être des instruments de l'État, elle était le fer de lance de la démocratie. Son héritage est gravé à jamais dans l'histoire de cette nation, prouvant que l'identité née au Cap est avant tout une identité de profonde résilience révolutionnaire. Pour de nombreux habitants des Cape Flats et des townships d'Afrique australe, la transition de l'apartheid à la démocratie n'a pas apporté la correction économique escomptée. Au contraire, un sentiment profondément ancré s'est installé, celui de ne pas avoir été assez blanc pour bénéficier de privilèges sous l'Ancien Régime et de ne pas être désormais assez noir pour saisir les opportunités offertes par le Nouveau. Ce grief est particulièrement visible sur le marché du travail actuel.
Si le programme d'émancipation économique des Noirs visait à corriger les exclusions systémiques du passé, de nombreux membres de la communauté métisse estiment que sa mise en œuvre a créé de nouveaux obstacles. Dans le contexte concurrentiel de l'emploi sud-africain, la frustration grandit face à l'oubli de leur histoire spécifique de marginalisation. Les travailleurs qualifiés, les diplômés et les artisans se retrouvent souvent dans une impasse statistique, leur classification ethnique ne correspondant pas toujours aux principaux bénéficiaires des politiques de transformation. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de la dignité du travail et de la capacité à subvenir aux besoins d'une famille dans une économie où le chômage explose. Le poids psychologique de cette exclusion économique est immense. Il alimente un sentiment de désillusion envers le processus politique, menant à une rupture du contrat social. Lorsque les jeunes de Wentworth ou d'Eldos contemplent les gratte-ciels étincelants de Sandton ou les pôles technologiques du Cap, ils y voient un monde qui leur reste inaccessible. Ils voient le statut de zone tampon d'antan remplacé par une marginalisation moderne où leur identité culturelle unique est célébrée lors des campagnes électorales, mais ignorée lors de l'attribution des budgets. Pourtant, ce ressentiment est aussi le catalyseur d'un nouveau type d'activisme. Il alimente une revendication d'une véritable inclusion qui reconnaisse les multiples facettes de désavantages et honore la diversité au sein de la catégorie politique noire. Alors que la lumière dorée du coucher de soleil sur le Cap s'estompe dans le crépuscule de l'Atlantique, une profonde prise de conscience s'impose. L'histoire de l'identité métisse n'est pas une simple note de bas de page dans l'histoire d'Afrique australe. C'est un chapitre central, vibrant et résilient de l'expérience humaine. Des sanctuaires d'altitude du Lesotho au cœur industriel de la Copper Belt zambienne, cette communauté a prouvé que l'identité n'est pas une catégorie statique définie par un État, mais un esprit vivant, nourri par la famille, la langue et une volonté inébranlable d'appartenir. Ce voyage à travers les frontières et les générations nous montre qu'être métis est un riche héritage, une tapisserie tissée des fils du monde entier et ancrée dans le sol africain. Mais cette histoire ne s'arrête pas avec ce documentaire, elle continue avec vous. Nous voulons entendre votre voix. Êtes-vous issu de l'une des communautés que nous avons explorées aujourd'hui? Avez-vous une histoire de famille de la frontière du Nord ou un souvenir du test du crayon qui mérite d'être raconté? Faites-vous partie de cette nouvelle génération qui redéfinit aujourd'hui ce que signifie être un Africain authentique? Partagez votre héritage, vos corrections et votre fierté dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont les sources essentielles qui font vivre et rester authentique la communauté d'Afrique révélée. Si ce voyage vous a touché ou vous a appris quelque chose de nouveau sur l'âme de notre sous-continent, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Afrique révélée. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de découvrir la force de notre histoire collective. Ensemble, nous continuerons à révéler les histoires méconnues de ce magnifique continent. À bientôt et continuez à chercher la vérité.